Voilà, donc la vidéo est en cours. Parce que j'ai eu du mal, je dirais, à avoir le son, mais j'ai réussi à avoir le son. Voilà, il y a juste, je dois recabler un fil. Voilà. Voilà, donc je peux faire une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci, donc comment préserver euh, certains groupes d'alimentation. Euh, Préserver, quand je dis préserver, c'est préserver au niveau nutriments, hein, les préserver au niveau nutriments, ou au niveau, je veux dire, essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de bactéries possible, ou encore de virus dans l'environnement, donc de fruits et des légumes. Donc on va trouver, et de ce fait, bien sûr, de prolonger, on va dire, prolonger, je veux dire, la durée, je veux dire, de conservation des fruits et des légumes. Bon, on va parler de différents types de fruits et légumes. Mais je vais commencer par parler de la banane, donc du fruit de la banane. Voilà, la banane. Voilà, pourquoi je prends la banane? Parce que j'ai décidé de prendre la banane, voilà. Donc quand on a une banane, ou plutôt un groupe de bananes, en fait ils sont tous attachés en fait à une grappe qu'on retrouve ici. Voilà, voilà, ça c'est une grappe de banane. Voilà. Donc ici j'ai mis une grappe de 3 bananes. Et alors en fait pour conserver les bananes de manière à ce que elles soient plus longues, de manière plus longuement fraîche, et d'augmenter la durée, je veux dire, de leur fraîcheur, de environ 5 à 6 jours, hein, de 5 à 6 jours, voire peut-être un peu plus, hein. Il suffit d'enrouler donc ici la tige, hein, la grappe ici. Il suffit de l'enrouler avec un sac, avec du cellophane, donc du papier cellophane. Et en fait, de cette manière-là, on prolonge euh, leur fraîcheur. Voilà, ça c'est pour les bananes. Voilà. Donc c'est prendre du cellophane et entourer tout simplement, bien fermer le bout. Le bout. Voilà. Alors, les tomates. Comment peut-on conserver les tomates? Bon, donc les tomates, on peut les conserver, donc on peut les mettre à l'extérieur du frigo. Euh, Attention qu'on peut couper les tomates et les assécher, hein. Bon, il y a des techniques, je veux dire, de conservation des tomates bien prédécoupées et séchées. Mais disons qu'ici, on peut prendre, je veux dire, comment on appelle ça? Un essuie de main ou un essuie de vaisselle, hein. Un essuie de vaisselle, voilà. Euh, Refermer toutes les tomates dans un essuie de vaisselle ou un essuie de main. Euh, bon, si on les a découpées en morceaux, à ce moment-là, ah, il faut le mettre il faut le faire passer dans un déshydrateur qui va retirer, je veux dire, un maximum d'humidité. Euh, voilà, et ça c'est pour les maintenir bien secs et pour une future cuisson préalable, une future cuisson, voilà, de façon de cette manière à garder donc la saveur, hein, et la fraîcheur, euh, tant au niveau de leur qualité nutritive que leur qualité, on va dire, dégustative. Voilà, donc juste mettre un essuie de vaisselle ou un essuie et le refermer, bien sûr. Voilà. Et on conserve de cette manière les tomates. Ou alors, comme j'ai dit, on les coupe et on le fait pas, on le met au travers d'un déshydrateur de manière à les assécher et garder, je veux dire,
leur qualité dégustative, hein, et nutritive. Et à ce moment-là, après, on peut les cuire quand on veut. Voilà, donc ça c'est pour les tomates, conservation des tomates. En ce qui concerne les fraises, donc les fraises, voilà, il y a les fraises euh, peuvent se garder, je veux dire, pendant une semaine au réfrigérateur, mais on ne sait jamais la date de la cueillette. En fait, c'est valable pour tout, hein. Quand on reçoit des fruits, on ne sait jamais quand ça a été, je veux dire, cueilli. Et donc, on est, euh, c'est difficilement perceptible, je veux dire, euh, la façon de voir comment les fruits vont mûrir. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas sa date de cueillette. Si on connaît la date de cueillette, ben on peut se dire, en connaissant, je veux dire, le nombre de jours de maturation, ben, que le fruit a déjà autant de jours et que dans autant de jours, je veux dire, le fruit risque d'être plus mûr ou pas. Voilà. Bon. Donc ici, bon, généralement, les fruits, il y en a qui embellissent les fraises avec, on va dire, je veux dire, un aspect de gélatine, hein, un espèce de gélatine pour essayer de faire percevoir une brillance à la fraise, et je veux dire, lui donner, je veux dire, une jeunesse à la fraise via des gélatines, comme on retrouve dans les tartes en fait. Voilà. Bon, mais quand on voit du duvet et des moisissures dans un, comment est-ce qu'on appelle ça, un ravier, parce que les fraises se conservent dans des raviers, voilà. Donc les fraises qui sont situées, enfin qui sont dans un ravier, bon, donc comme je disais, quand il y a du duvet ou des moisissures, le tout c'est de les retirer du ravier et de les jeter directement à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, hein, je veux dire, en fait, il y a des dégagements de gaz, hein, qui sont dus aux hormones. La plupart des fruits, bon, dégagent des hormones de maturation, hein, qui est un gaz qui est l'éthylène. Voilà. Un gaz qui est l'éthylène. Et si le gaz, il y en a un qui mature, il a une hormone de croissance, dire qu'il fait son effet, et si elle est trop, je veux dire, mature, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, elle risque de contaminer les autres par son gaz, le gaz qu'elle dégage, et de contaminer les autres fraises. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre le duvet, et je veux dire, enfin, tous ceux qui contiennent du duvet, ou qui sont, je veux dire, comment on appelle ça, qui contiennent des moisissures, de les prendre et de les jeter complètement à la poubelle. Jeter sans, voilà, sans se faire d'illusions. Il faut jeter ce qui s'apparente à des fraises qui ne sont plus, je veux dire, potables. Et donc les jeter pour éviter que les autres viennent pourrir. Et c'est valable pour tous les fruits, ça, hein. Une fois qu'il y a un fruit qui, est, qui commence, je veux dire, à pourrir, il faut le jeter parce que la pourriture vient, je veux dire des gaz qui rejettent, qui produit et qui rejette. Voilà. Et ces gaz-là, bon, on va dire, vont infecter, on va dire, c'est pas le bon mot, c'est pas le bon terme infecter, mais ces gaz vont se propager vers les éléments les plus proches et donc pourrir les éléments les plus proches. Donc c'est pour ça qu'il faut enlever directement ceux qui sont, je veux dire, qui paraissent, je veux dire, en mauvaise posture. Voilà. Donc, bien sûr, les fraises, il faut les laver avant utilisation, hein. Il faut les laver, et puis quand on les a lavées, bien les sécher. Bon, le meilleur des lavages, c'est le lavage avec du vinaigre blanc et de l'eau, de façon à éliminer les bactéries, les virus. Mais c'est pas pour autant que on garantit une meilleure conservation. Voilà, c'est pas parce qu'on a, voilà, la garantie d'une meilleure conservation, je veux dire, c'est de connaître les dates
les dates de cueillette, et à partir de là, bon, on sait quand doit-on les manger, quand elles sont mûres, ou quand elles sont encore jeunes. Voilà. La laitue maintenant. Les salades et laitues. Salade et laitue. En fait, bon, il y a souvent des petites bêtes qui viennent, je veux dire, hein, qui aiment la laitue et manger, je veux dire, les salades et laitues. Alors pour les conserver de toutes sortes de bêtes ou de, voilà, de toutes sortes d'autres choses, pour éviter qu'elles ne pourrissent trop vite aussi, ben, on peut l'emballer dans du papier, je veux dire, on la lave, bien sûr, ça c'est d'office, hein. On la lave, bien la laver, bien la nettoyer, refaire, enlever s'il y a des petites bêtes, bon, bien regarder s'il y a des petites bêtes hein, pour les extraire, à l'aide d'un lavage, bien essorer, et à l'aide du papier absorbant, c'est-à-dire un papier genre tapissé, ben, on emballe le tout, hein. Si j'ai voilà, une salade, une laitue, voilà, euh, enfin, ça ressemble, ma salade ici, elle ressemble plus à un chou-fleur, voilà. Donc ici, euh, voilà. Donc, bien la laver, l'essorer, il existe bon des essoreuses. Je veux dire, on place la salade dans une essoreuse et on essore avec une espèce, hein, une moulinette en plastique, hein, on va tourner la moulinette et je veux dire, la salade va tourner et c'est le principe du séchage par rotation, hein, comme on a dans comment est-ce qu'on appelle ça, dans les machines à laver, enfin les essoreuses. Dans les essoreuses, les machines à laver, bon, si on la fait tourner à haute vitesse de rotation, ben ça va essorer. On ne fait plus rentrer d'eau, mais on essore, puisqu'il y a une force d'inertie qui va venir frapper, je veux dire, sur les parois, et toute l'eau est éjectée vers l'extérieur, alors que je veux dire, la constance du solide est toujours là. Si c'est des linges comment on appelle ça? Dans une essoreuse, hein, un lave-linge qui fait essoreuse, parce que bon, il suffit de mettre. Le lave-linge, il peut fonctionner en, en lave-linge ou en essoreuse en fonction du programme qu'on lui demande, et des boutons d'appui et du programme qu'on a demandé de suivre. Eh bien, donc les linges vont se sécher comment? Ben, je veux dire en étant, je veux dire, attirés par la force centrifuge centrifuge vers l'extérieur, et donc toute l'eau va être dégagée par des petits trous, hein, du tambour, et est évacuée, et donc et il va rester, je veux dire, le solide qui est le linge. Eh bien, les soreuses manuelles pour l'étui, c'est la même chose, c'est le même principe. On tourne, et je veux dire, à l'intérieur, on a un espèce de tambour plastique avec tous des trous, et les eaux vont être projetées vers l'extérieur via la force centrifuge pour ne laisser que la laitue sèche. C'est un peu le même principe comment est-ce qu'on appelle ça, si ce n'est que bon là on a du plastique, alors que euh, pour le tambour d'une machine à laver, je crois que c'est de l'acier inoxydable. Voilà. Donc ici, euh, oui, quand on met la laitue à l'aide du papier absorbant par après, hein, comme ça, le papier absorbant va de nouveau extraire le peu d'eau qui reste dans la laitue. Toujours avoir une ouverture, hein. Faut faire une ouverture ici. Et ensuite, mettre un sac toujours ouvert. Voilà, on met un sac toujours ouvert. Mais attention, il faut le préserver dans des endroits où il n'y a pas de bêtes, hein, parce que bon, hein, je veux dire, si vous le laissez dans des endroits où il y a pas mal de bêtes, à ce moment-là, bon, ça sert à rien de faire tout ça, hein. Les bêtes vont revenir et vont rentrer dans le sac. Voilà. Donc, le but, c'est de laver, de bien absorber. Maintenant, il y a un nombre de jours, je veux dire, à, à consommer. Bon, il faut pas trop laisser trop longtemps non plus une laitue qui va pourrir. Voilà, voilà. Donc, il y a un certain nombre de jours, on va dire un délai de péremption de la laitue. Quand on passe ce cap de délai de péremption, de péremption de date, à ce moment-là, bon, la laitue commence à- à arriver à un processus de maturation qui va faire que la laitue va commencer à vieillir et je veux dire, euh, va commencer on va dire, à pourrir. Voilà. Bon, ensuite, les céleris.
Voilà, le céleri, ben, il faut nettoyer l'enveloppe dans du papier, l'enveloppe complète. Voilà. Céleri, c'est très très bon, hein, on le nettoie, hein, convenablement, toujours passer à l'eau, hein, le nettoyage de l'enveloppe convenablement bien, hein, je veux dire, en tapotant, je veux dire, pour faire ressortir les éventuelles petites bêtes qui se retrouveraient dessus ou les éventuelles poussières si par malheur ça aurait été mal nettoyé ou si ça avérait que le céleri aurait touché des surfaces de contact, je veux dire, sales, voilà, entre-temps. Voilà. Bon, donc on passe de l'eau, voilà, en faisant confiance que, bon, dans toute la chaîne de production, hein, euh, dans toute la chaîne de production, ben, que toute la chaîne a respecté, je veux dire, les, les consignes d'hygiène, euh, de la base d'en amont jusqu'à l'aval, de l'amont jusqu'à l'aval. Et donc en aval, bon, quand on va chercher le céleri au magasin ou au marché ou dans un petit commerce, ou qu'on les reçoit d'une personne, il faut toujours bien nettoyer, je veux dire, le céleri, hein. Et une fois qu'on l'a bien nettoyé en tapotant, je veux dire, pour le sécher, toujours le sécher, hein, parce que bon, c'est pas bon de laisser de l'eau, hein, sur un fruit ou un légume. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par après? Ben, on l'enveloppe par du papier aluminium. Voilà, on peut l'envelopper dans du papier aluminium. Et celui-ci, on peut à la rigueur le garder au réfrigérateur. euh, et de cette manière-là, ben, si on l'a mis renfermé dans du papier aluminium, qu'on l'a mis dans le réfrigérateur, on peut aller jusqu'à environ un mois euh, dans le réfrigérateur sans il lui arrive quoi que ce soit. Voilà, bon maintenant, si je prends des légumes à fleurs, bon, si je prends des légumes à fleurs, la meilleure façon de faire, hein, la meilleure façon de faire, c'est de faire comme les fleurs en fait. Les fleurs, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit des fleurs? On met dans un vase. On met dans un vase et à ce moment-là, on y ajoute de l'eau. Voilà. Et alors, on conserve ainsi, je veux dire, les aliments, les légumineuses, les légumes à fleurs. Voilà. Et donc, à ce moment-là, avec de l'eau, on conserve, je veux dire, le plus longtemps possible. Je veux dire, euh, tout ce qui est légumes à fleurs, on peut conserver de quelques jours voilà, à, de voire de 10 à 15 jours la conservation donc des légumes maintenus dans de l'eau. Voilà. Bien sûr, il est évident qu'il faut changer l'eau, hein. Voilà. Faut changer les de temps en temps et s'en occuper parce que si on ne s'en occupe pas, ça sert à rien de mettre un vase et de manger tout de suite la quantité de légumes à fleurs qu'on aura en sa possession. C'est de le manger tout de suite et pas attendre très longtemps. Voilà. Donc manger tout de suite, ça veut dire ne pas avoir des quantités en stock, hein. Les magasins font du stock, hein. Dire, bon, vous allez chercher la quantité nécessaire pour cuisiner, vous cuisinez. L'idéal, c'est, euh, sachant que si vous avez besoin d'un légume, de fruits ou de légumes, c'est d'avoir un magasin qui ne soit pas trop éloigné de chez vous et d'aller quand le besoin se fait sentir et pas forcément de venir stocker chez vous. La meilleure des conservations, elle se fait au magasin. Eux, ils ont une gestion de conservation des aliments qui est au top niveau, de manière à avoir comment est-ce qu'on appelle ça, euh, la meilleure garantie au niveau de conservation, la meilleure garantie au niveau de l'hygiène alimentaire, hein. Ils ont des chaînes de froid, ils ont des chaînes, hein, enfin, ils sont garantis. S'il arrive quoi que ce soit, bon, il y a une assurance bon, qui intervient au niveau, je veux dire, s'il s'avérait qu'il y aurait, je veux dire, une malfaçon au niveau de l'hygiène. C'est pour ça que, bon, quand vous avez besoin de quelque chose, ben, si vous décidez de faire un potage ou une alimentation encore qui fait intervenir des légumes ou des fruits et des légumes, l'idéal, bon, les fruits, on peut les ramener chez soi,
les conserver, mais pas très longtemps. Il faut pas ramener des grandes quantités. De telle manière à ce qu'une fois que vous avez mangé le plus vite possible, si vous en avez besoin encore, vous allez retourner au magasin. Si le magasin n'est pas trop loin de chez vous, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Ça sert à rien de ramener 10 tonnes, 10 tonnes une tonne de bananes, une tonne d'oranges, une tonne de poires, alors que tout va pourrir chez vous parce que vous mangez une poire par jour, alors que bon, vous avez ramené 25 kilos de poires et vous mangez une poire par jour. Bon, le temps que vous terminez les 25 kilos, bon, je veux dire, tout va pourrir, hein. Voilà, c'est valable pour le raisin, la fraise, les raisins, la fraise, tous les fruits, tous les légumes. C'est pour ça que vous avez besoin de faire un potager, vous avez une idée d'une cuisine, mais vous allez chercher la journée même, si vous avez le temps, ou la soirée, au magasin, donc les fruits et légumes dont vous avez besoin, essayez de manger tout dans les 2 3 jours qui viennent. Voilà. Donc ne pas stocker en grande quantité, c'est d'avoir un, ce dont vous avez besoin. C'est comme un pain, une baguette. Une baguette ou un pain, bon, vous n'allez pas chercher 50 pains pour le mois. Vous allez chercher une baguette au matin pour qu'elle soit fraîche. Vous allez à la boulangerie, vous achetez une baguette et vous la mangez, je veux dire, le jour même, de manière à avoir une baguette bien fraîche. Idem pour le pain ou les croissants. Voilà, on essaie d'éviter trop d'achats de pain pour éviter le gaspillage de pain et de baguettes. Donc vous avez besoin d'une baguette, vous allez au magasin, à la boulangerie le jour même, vous la consommez le jour même. S'il n'y a pas assez, vous retournez dire en soirée pour le lendemain ou pour le surlendemain. Voilà, faut prévoir et calculer plus ou moins ses besoins. Parce que bon, si ça sert à rien de ramener 10 baguettes, au bout de 3 jours, elles sont toutes sèches, ou je veux dire, voilà, elles sont immangeables. Voilà, tellement qu'elles sont dures, ou n'ont plus de goût, ont perdu leur goût, voilà. Sachez qu'au niveau des pains, un pain, il y a les pains industriels et les pains, je veux dire, fabriqués, je veux dire, en, en boulangerie. Bon, on va dire que la qualité nutritive n'est pas la même en boulangerie. Plus vous allez mettre le prix en boulangerie, les pains sont forcément plus chers pour certains types de pains en boulangerie, c'est parce que la qualité nutritive est meilleure que celle des pains industriels, hein, qui durcissent vite au bout de quelques jours, hein. Je veux dire, voilà, au bout de 2 jours, on a un pain, je veux dire, dur ou ramolli. Je veux dire, euh, si on l'achète, je veux dire, des pains de style industriel, par contre, on peut conserver plus longtemps un pain qui vient de la boulangerie, qui vient d'être fait bon, on peut en avoir pour 3 4 jours, pour autant que le prix soit mis, c'est-à-dire de 2 euros, 2,50 €. Alors que dans les grands commerces, hein, les hypermarchés, supermarchés, le pain n'est pas de la même qualité. Je le dis tout de suite, ça c'est vrai ça. Voilà, au niveau des pains. Maintenant, ce qui concerne des légumes, des fruits et légumes, bon, ça se discute, hein. Bon, je veux dire, il y en a qui mettent des pesticides, il y en a qui mettent des conservateurs, il y en a qui mettent. Enfin, il y a plein de produits qu'on peut mettre de manière à conserver le plus longtemps possible. Euh, mais voilà, je veux dire, d'où l'intérêt de bien nettoyer tout correctement, malgré qu'il reste il va rester quand même des traces, mais bon, il faut nettoyer correctement les fruits, enfin, les légumes, surtout les légumes. Maintenant, trouver une pomme qui est toute verte, hein, ou avec aucun moulon, c'est vrai que il y a des pommes qui pourrissent vite avec des moulons, mais en fait, il n'y a aucun conservateur dessus, hein. Alors que d'autres on a de très belles pommes, hein, mais là, c'est rempli de conservateurs et d'agents chimiques qui maintiennent la durée de conservation de la pomme. Voilà, ouais, elle est belle. Elle est belle, la pomme, hein, je veux dire, elle paraît, je dirais, n'avoir aucune bête, mais bon, il y a une raison à tout ça, hein. La vraie raison, c'est qu'on a mis des produits chimiques. Fatalement, les produits chimiques, c'est pas bon pour le corps, d'office, hein. Ça peut créer des cancers, enfin, je sais pas ce que ça peut créer, mais ça crée des maladies, je veux dire, à long terme, à long terme. Voilà, parce qu'il y a des doses, il y a des dosages à ne pas dépasser par jour de manger, je veux dire, des produits chimiques. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, normalement, une pomme par jour, c'est bon, mais si une pomme contenant des produits chimiques, c'est mauvais. Une pomme par jour contenant des produits chimiques, c'est mauvais. Voilà. Enfin, il y a une quantité, ça, il faudrait demander, je veux dire, à comment, un centre spécialisé, bon, des quantités maximales qui sont nocives pour le corps au niveau des pesticides, des insecticides, etc., etc.
Mais bon, c'est pas parce qu'on mange une pomme qu'on va attraper un cancer, hein. Bon, si on mange par exemple une pomme tous les jours pendant 10 ans, là, je sais pas ce qu'on peut avoir, mais bon, de toute façon, on mange généralement une pomme pendant 10 ans tous les jours, hein. Aujourd'hui, on a mangé une pomme, demain, on va manger une orange, après-demain, on va manger une banane. Mais bon, on varie, je veux dire, les fruits, hein. Bon, c'est pas qu'on mange tous les jours des pommes, j'ai jamais vu ça. Par contre, manger des pommes, c'est bon pour le cœur. Bon, hein, c'est très bon pour le cœur. Mais je préfère manger des pommes, je veux dire, qui contiennent des moulons, les couper, enlever, je veux dire, si il y a un moulon, en fait, ce sont les melons, les moulons, c'est des vers, s'il y a des vers dedans, il faut les jeter, hein, vous jetez, vous coupez, voilà, mais il faut couper la pomme, regarder s'il n'y a pas de vers et manger. Si elle sort du jardin, pour autant que bien sûr, ouais, c'est bien d'avoir des pommes sorties du jardin, de chez soi, puisqu'il n'y a pas d'insecticides, pesticides, elles pourrissent vite, donc on sait bien que bon, elles sont naturelles. Mais il faut faire très attention, c'est pas parce qu'elles sortent de votre jardin qu'elles sont propres, hein, à la consommation. Pourquoi? Parce qu'il suffit que votre voisin fasse brûler face à un feu, avec du plastique par exemple, hein, contenant du plastique, et puis après que toutes les fumées vont dans votre pommier. Ben bon, à ce moment-là, bon, vous allez me dire, les pommes, préfèrent manger des pommes avec insecticides, pesticides, que de manger une pomme naturelle ou qui après je veux dire, des fumées de plastique d'un feu ou d'un voisin. Voilà, bon, enfin, tout ça se discute, hein. Bon, je veux dire, si on protège, je veux dire, son élément naturel, qu'on est sûr et certain que bon, il n'y a pas de nocivité parce qu'il n'y a pas de centre de déchets dans les parages avec des centres avec des fours pour, comment est-ce qu'on appelle ça? Des fours qui brûlent des déchets avec des sorties de fumée à l'horizon, avec comment est-ce qu'on appelle ça, enfin avec un produit chimique, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, de la dioxine. Hein, s'il n'y a pas de centre à des kilomètres de chez vous, ça va. S'il n'y a pas de centre sidérurgique autour de chez vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre un potager, un jardin, quoi que ce soit. Vos pommes, elles ne seront pas polluées. Maintenant, si vous faites des pommes avec des usines chimiques autour ou via des infiltrations par terre, ou qu'il y a une usine d'amiante, enfin, je sais pas moi, tout ce qu'on peut imaginer comme pollution autour, ben, ça sert à rien de faire un potager parce que vous allez vous dire, ouais, elles sont pas, il n'y a pas d'insecticides, pesticides, mais le pourtour est pollué, donc ça sert à rien de manger des pommes, je veux dire, que vous considérez naturelles alors qu'elles ne sont pas naturelles parce qu'elles sont polluées. Voilà, s'il y a maintenant beaucoup de voitures qui passent dans les parages, hein, et il y a les pluies acides, il y a la pollution atmosphérique des voitures, des véhicules, s'il y a trop de passages de véhicules et de camions, etc., etc., bon, votre potager, vous pouvez éviter de manger dans votre potager parce qu'il n'est pas naturel. Voilà, bon, enfin bref, je veux dire, euh, l'idéal, c'est bon, cultiver sous serre aussi, bon, à l'abri je veux dire, de toute pollution, mais bon, enfin bref, voilà. Bon, ça je parlais des pommes, moi, j'ai parlé des céleris, enfin j'ai parlé de conserver les légumes à fleurs. Maintenant, comment est-ce qu'on peut conserver des ananas? Donc des fruits exotiques, hein, comme les ananas, voilà. Mais c'est valable aussi pour des pêches. Eh ben, en fait, il suffit là, on peut congeler, hein, les ananas. Les ananas, je veux dire, même les pêches. On peut chercher à les congeler. Ça, ce sont des fruits saisonniers. Ouais. Quand il y a des fruits qui ne sont pas saisonniers, il faut en éviter, hein. Enfin, je veux dire que des fruits qui ne sont pas saisonniers, elles sont produites de manière artificielle. Et bon, là, elles n'ont pas de goût, on le sent tout de suite, hein. Je veux dire, bon, quand on est hors saison, qu'il y a des fruits euh, hors saison qui se retrouvent en pleine saison, faut se poser des questions aussi, hein. Je veux dire, bon, hein, si elles viennent d'Espagne, et je veux dire, si des fraises viennent d'Espagne qu'on a en hors saison et que vous avez accès à des fruits, ben, les fruits sont pas, les fraises seront pas les mêmes goûts, fatalement, parce que bon, elles sont produites hors saison d'une certaine manière qui fait que le goût n'y est pas. Voilà. On ne trouve pas le produit naturel de la fraise de pleine saison. Voilà. Donc, comme je disais, bon, l'ananas qui est un fruit exotique, on a le pêche qui peuvent se conserver comme l'ananas à environ 10 degrés Celsius, hein, 10 degrés. Bon. Le frigo, il va de 0 à 6, on peut mettre de 0, 6, 7 degrés, hein, 0,5, 0,4, 5, 6 degrés. Voilà, ça c'est dans le frigo. En dehors du frigo, bon, on peut mettre dans un endroit, je veux dire, environ 10 degrés, hein, pourquoi pas. Si on a une petite cave ou quelque chose comme ça, évitez les caves parce que ça produit des petites bêtes aussi. Évitez les caves. Voilà. Enfin, surtout, c'est des caves humides, voilà. Ça ramenait toutes des bestioles, des araignées un peu bizarroïdes, voilà. Parfois, qui aiment l'alimentation. euh, qui aiment l'alimentation, elles sont tout petites et peuvent
Pro- elles sont considérées comme nuisibles parce que bon, vous ne pourrez plus manger votre alimentation du fait qu'il y a toutes des petites araignées, des espèces d'acariens. Enfin, il faut aller voir sur Internet les types d'araignées qui existent et qui se font dans la masse et bon, qu'on ne voit pas très fort et que je veux dire qui mangent l'alimentation, je veux dire, qui a découvert. Donc, si vous faites des ananas de pêche, bon, évitez de les mettre à découvert, vous les mettez coupés en cubes. Vous évitez vous le mettez dans un, comment on appelle ça? Dans un récipient ou un contenant. Évitez les entrées. Vous le fermez avec une fermeture, tel un bouchon de bouteille. Comment on appelle ça? Un bouchon de bouteille de, comment on appelle ça? Voilà, un bouchon de bouteille, vous fermez de manière à ce qu'il y ait le moins d'oxygène qui passe. Bon, la meilleure des conservations, bien sûr. Qu'est-ce qui fait que la conservation ne se fasse pas bien? Ben, c'est tout simplement les entrées d'oxygène, en fait. Les entrées d'oxygène font que... C'est pour ça qu'on met des conserves sous vide. Hein, sous vide, c'est-à-dire on enlève le maximum d'oxygène qu'on peut. Voilà, et on ferme hermétiquement. Voilà. On ferme la boîte de conserve. Et une fois qu'on l'a ouverte, à ce moment-là, elle est sujette à oxygène. Voilà. D'où c'est pour ça, bon, ils utilisent, je crois, des antioxydants. Et l'antioxydant, ben justement, c'est pour éviter, je veux dire, d'avoir de l'oxygène et donc que ça vieillisse vite. L'antioxydant permet, je veux dire, non pas de rajeunir, parce que bon, on fait jamais le processus inverse. Je veux dire, on- un système de maturation peut, je veux dire, se maturer, c'est-à-dire avoir un processus de maturation dans le temps. Voilà. Mais vous pouvez freiner cette maturation, on va dire. On peut la freiner. Mais revenir en arrière et la rendre jeune, c'est pas possible. Mais on peut la freiner. Voilà. Et l'antioxydant permet de ne pas avoir d'oxygène et donc de conserver longtemps, très longtemps, les conserves. Bon, les premières conserves, je sais plus, c'est des Français qui ont fait les premières conserves. Hein, je veux dire, bon, ça, il y a une histoire sur ça, hein, sur les boîtes de conserve. Notamment que dans les bateaux, il y a de nombreuses personnes qui mangeaient dans des conserves qui n'étaient pas réellement des conserves, hein, et ils attrapaient des maladies qui étaient le scorbut. Et on s'est rendu compte que le scorbut, hein, je veux dire, était le fruit d'une mauvaise conservation des aliments. Et les gens ils mangeaient des aliments, je veux dire, on va dire périmés, voilà. Et donc, euh, quelqu'un a trouvé que en absence, c'est un Français, en absence, je ne sais plus son nom, en absence d'oxygène, dire les aliments se conservaient mieux. Et voilà que a été lancé par après par les Britanniques, une des plus grandes industries de conservation, je veux dire, par boîte de conserve. Quand les Anglais ont compris le système, bon, ils ont lancé en industriel les boîtes de conserve. Voilà. Alors, la conservation, donc en fait, on peut mal de revenir en arrière hein, au niveau d'un processus de maturation. Hein, je veux dire, on peut freiner la maturation, mais pas rajeunir. C'est pas possible ça. On ne rajeunit jamais. Voilà. Bon, alors pour ce qui est des fromages, etc. Bon, il y a des températures bien précises de conservation au niveau du frigo. Voilà. Hein, au niveau des germes, etc., des bactéries qui tourneraient autour d'un fromage. Mais sachez que à chaque fois que vous allez ouvrir le frigo, hein, vous allez ouvrir le frigo, à chaque fois que vous allez ressortir, puis le rentrer, puis le ressortir, puis le rentrer, c'est très néfaste pour un fromage. Hein. Dire, euh, si on veut manger un fromage, ben, on le sort, on essaie de manger une grande quantité, puis pour replacer une petite quantité, puis pour ramener la quantité, la terminer dans les plus brefs délais. Bon, ça ne dure pas. Il faut un fromage, une fois qu'il est ouvert dans un sac, je veux dire, commence à moisir. Donc voilà, il faut conserver à des températures bien précises. Normalement, il faudra aller voir sur Internet les températures à régler dans un frigo. Voilà. Température idéale pour conserver, je veux dire, les fromages dans le frigo.
et éviter de sortir, rentrer, sortir, rentrer. Une fois qu'il a été ouvert, le paquet, bon, j'ai déjà vu des fromages qui n'avaient pas été ouverts et dont la date de péremption était passée depuis un certain temps. Voilà. Euh, Quand je dis un certain temps, c'est allez, 10-15 jours, 10-15 jours. Voilà. La date de péremption était passée de 10-15 jours, mais une fois qu'on l'ouvrait, le processus de maturation, euh, 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 enfin, le processus je veux dire, on va dire, de bactéries, hein, de prolifération de bactéries, euh, s'agrandit, on va dire, exponentiellement une fois que le paquet était ouvert. C'est-à-dire que vous allez, en 10 jours, vous n'avez pas ouvert le paquet, la date est dépassée, c'est pas grave, mais le 10e jour, vous ouvrez le paquet. Ben, en 2 jours, vous allez avoir euh, des proliférations, hein, euh, que vous n'avez pas eu pendant les 10 jours parce le paquet était fermé. Quand tout est fermé, bon, euh, il y a moins, on va dire moins de bactéries. Par contre, une fois qu'on rentre et on sort du frigo, ben, les bactéries vont de jour en jour proliférer pour venir attaquer, je veux dire, le fromage. Donc en fait, voilà. Voilà, donc en fait, les viandes et les fromages, on les conserve à certaines températures et il faut les manger à une date de péremption bien précise. Et dans les magasins, bon, logiquement, ça doit être sur surveillance parce que bon, on peut attraper des maladies, je veux dire, digestives concernant, je veux dire, on peut attraper des gastro-entérites comme on peut attraper d'autres maladies, je veux dire, en relation avec la germination des bactéries. Voilà, voilà. Et s'il y a une bactérie pathogène euh, très néfaste, on peut attraper hein, des choses très invalidantes, on peut devenir handicapé, on peut mourir, on peut, voilà. Donc, la conservation des aliments fromage et dans la chaîne du froid, en fait, hein, dans la chaîne de froid, la, la chaîne de froid, c'est extrêmement important. Important au niveau des viandes, au niveau des fromages, au niveau. Voilà. Voilà. La conservation, c'est très important. Parce que ce sont on va dire des aliments fort attractifs de germes et et de bactéries et voilà, de toutes sortes on va dire, toutes sortes hein, de parasites qui peuvent venir proliférer et, je veux dire, s'accroître et qui peuvent être nocifs pour le corps humain. Voilà. Donc, il faut conserver dans une bonne température, connaître les dates de péremption. Je veux dire, bon, c'est pas grave si on dépasse de 2-3 jours, voire 10 jours. Il faut voir à l'œil comment ça se passe, mais pas trop dépasser à des dates, je veux dire, hein, je veux dire euh, à des dates qui dépassent tout entendement et qui peuvent rendre la dangerosité de l'aliment à l'être humain. Voilà. Ou à l'animal, parce que bon, si on se dit, bon, on va pas le manger, on va le donner au chien. Si c'est le chien qui attrape une saloperie, c'est lui qui risque d'en pâtir. Voilà. Donc, euh, euh, la conservation dans l'alimentation, c'est fort important, que ce soit, je veux dire, pour les fruits, pour les légumes, pour les fromages, pour les sodas, pour tout est important. Tout est important parce qu'en fait, il y a une prolifération, je veux dire, de bactéries, de virus et de nuisibles qui peuvent faire en sorte euh, de rendre une personne malade, voire le tuer. Voire le tuer. Voilà. Voilà. Ça existe, vous pouvez aller voir sur Internet des personnes qui ont mangé, hein, qui ont été atteints je veux dire, de certaines maladies bien graves en consommant, je veux dire. D'ailleurs, il y a beaucoup de maladies qui viennent de l'eau, hein. Il suffit que de l'eau, il y a des bactéries dans l'eau, il y en a qui vont mourir en buvant la bactérie, hein. Ils attrapent des maladies spécifiques, hein. Voilà. Donc, donc, l'hygiène alimentaire est fort important pour les êtres humains. Voilà. L'hygiène alimentaire est fort important pour les êtres humains. D'où, d'où le respect des normes, euh, des normes aussi bien agricoles, hein, des normes agricoles, hein, au départ hein, de l'élevage, des animaux, au départ je veux dire de la sortie sous terre des légumes, de la cueillette des fruits. Voilà, de tout ça, toute la chaîne à la base en amont est fondamentale jusqu'en
d'en amont jusqu'en aval, en sortie du magasin ou dans les mains d'une personne qui vous donnerait, je veux dire, des aliments. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui vous fait un cadeau d'un fromage, oui, il va vous donner mais si c'est pour vous empoisonner, ça c'est pas un cadeau. Voilà. Donc en fait, la personne qui avait en main ce fromage, bon, aurait dû faire très attention, mais c'est à vous aussi à veiller à ce que la personne vous donne quelque chose et d'essayer de surveiller si cet aliment, je dirais, est toujours on va dire, dans les délais préfixés par le, le, le- le- le fabricant ou voilà, le fabricant. Voilà. Donc il faut suivre toute la normalisation de la base jusque le fin fond de la chaîne, hein, mais le consommateur doit faire très attention aussi. Je veux dire, à vérifier les dates de péremption, conserver correctement dans le frigo ou dans des récipients, dans des sacs plastiques, toujours laver les aliments, toujours les laver, je veux dire, les essorer correctement. Voilà, voilà, mettre un petit peu de vinaigre s'il faut mettre du vinaigre. Voilà, avoir des techniques de conservation. Et pour les meilleures techniques de conservation, ben, c'est les trucs de grand-mère. Il faut aller voir sur Internet. Vous allez voir sur Internet et vous allez voir tous les trucs de conservation en fonction du type de fruits, en fonction de légumes, du type de légumes, en fonction du type de viande, en fonction du type de fromage. Voilà, il y a des trucs et astuces qui se, en fait, euh, qui passent de bouche à oreille et qui font en sorte que bon, qui sont des très bons trucs de conservation, afin de manger, je veux dire, de façon hygiénique et de garder toujours sa santé. Voilà, je vous remercie beaucoup.